du coup, j'avais envie de parler un peu de ça, du réel et virtuel. On en parle pas mal. Le lien, ça peut avoir un intérêt pour les pilotes de s'entraîner sur ces simulations. Donc, on dit jeu par abus de langage parce que ça devient de moins en moins des jeux. Mais OK, on parle pas mal des pilotes qui s'entraînent avec ça. Mais je m'aperçois aussi que maintenant, même, ça va devenir nécessaire. Ça devient de plus en plus nécessaire de connaître un peu la technique derrière pour faire en sorte que les voitures aillent vite dans le jeu. Et on peut finalement bosser aussi ses connaissances un peu en setup, en réglage. Et, euh, et moi, pendant cette période du coup un peu spéciale, ça m'a permis de continuer à apprendre des choses et à m'entraîner et voilà et à découvrir. Et finalement, vu que c'est à moindre coût, on peut faire rouler les voitures autant qu'on veut, on peut tester des choses. Et si ça rate, c'est pas grave. Donc j'avais envie de parler de ça. Mais avant toute chose, je voulais surtout parler de comment on organise son travail, que ça soit dans le réel ou dans le virtuel. Si on fait des tests, il faut organiser cette séance de test. Et du coup, ça, j'ai vu à force que c'était ni dans le réel ni dans le virtuel bien organisé et bien cadré. Donc, je voulais vous montrer quelques outils que moi j'utilise à ce sujet-là. Ici, je vous montre un peu, j'ai fait c'est un Excel que normalement je montre durant la formation en présentiel. C'est un exemple de ce qui peut servir à gérer une séance et à organiser son travail et à être efficace. Parce que faire rouler une voiture, alors dans le réel, ça coûte de l'argent, dans le virtuel, non, mais en tout cas, il faut être efficace, avoir des objectifs, et sinon, on prend beaucoup de temps et finalement, on a beaucoup de résultats mal organisés et on n'avance pas très vite. Alors là, je vous donne un outil qui peut servir donc dans les deux cas. Moi, je m'en sers aussi bien réel que virtuel, et je vous explique un peu comment ça marche. N'hésitez surtout pas, aujourd'hui c'est vraiment interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions, que ça soit en lien direct avec ce que je suis en train de montrer ou alors un petit peu décalé. Ici, quand je vais avoir cette feuille-là, en fait, je vais préparer une séance. Mettons ici, donc le meeting, c'est juste le live. On dit qu'on est sur le circuit de Manicourt. Ici, je mets la longueur. Vous allez voir après pourquoi. Donc la longueur du circuit, 5 km. Enfin, je crois que c'est ça. FP1, ça veut dire Free Practice 1, donc c'est mes essais 1. Je mets la date d'aujourd'hui, le 16-05-2020. OK. Euh, donc Loïc, non, c'est pas prévu que je partage ce fichier-là Excel, c'est pas prévu que je le partage. Mais bon, si c'est de la volonté de tout le monde, on peut en discuter. Euh, Heure de début, eh ben, du coup, on va dire que c'est 11h30. Allez, ça va être dans une demi-heure. Et la séance devrait durer, mettons, 1 heure. Donc, hop, tac. Le temps autour, ici, j'ai estimé que allez, le temps autour moyen de mes pilotes, ça va être 1 minute 50 secondes et 5 dixièmes. La conso moyenne par tour, 1,9. Donc ça, je l'ai posé, ça dépend de la catégorie, bien sûr. Là, j'ai imaginé qu'aller 1,50, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit ressembler à une GT4 sur le circuit de Manicourt, peut-être un petit peu moins vite qu'une GT4. Ensuite, ici, ça va être important de noter les pneus que j'ai disponibles. Alors ici, on imagine que j'ai 3 trains de pneus. J'ai un set slick que j'appelle 0,1. Ça, c'est ça pareil, ça va faire appel à. J'en parle d'ailleurs semaine prochaine un peu sur les pneus, comment gérer les pneus, gérer les pressions, mais aussi comment s'y retrouver et donc bien numéroter ces trains de pneus. Donc j'ai un train de pneus qui s'appelle 0,1, un train de pneus qui s'appelle 0,2 et un train de pneus qui s'appelle W01 parce que c'est un pluie. Okay. Alors ici, j'ai mis 19, c'est pas très important, c'est si le train de pneus avait un autre nom sur un meeting précédent. Le seul truc, c'est de voir que ici, mon set 01, j'avais déjà fait quelques tours avec et il a un kilométrage initial de 12 km. Mon set 02 est 9, 0 km. Et mon train de pluie est 9 aussi, 0 km en kilométrage initial. Ensuite, ici, je peux mettre mes pilotes. Alors, soit j'ai une voiture avec un seul pilote, soit j'ai une voiture avec 2, 3, 4, 5 pilotes, selon la catégorie. Ici, pour l'exemple, je vais dire que j'ai 2 pilotes et je prends les premiers noms qui s'affichent sur ma vidéo à côté. J'ai Mathieu et Adrien. OK. J'ai Mathieu et Adrien. Et là, maintenant, il va falloir que je décide un petit peu comment j'organise ma séance et qu'est-ce que je vais vouloir faire à chaque fois.
Donc, ça veut dire, je décide qui part. Tout ça, je le fais avec Excel, comme ça, j'automatise et ça me permet aussi de me réajuster au fur et à mesure. Parce que là, c'est un plan parfait s'il n'y a pas de problème, mais dès qu'il va y avoir une interruption en piste, je ne sais pas, un drapeau rouge ou un problème de crevaison, il faut rentrer, tout ça, ça se décale. Et donc ça, c'est mon plan idéal à suivre. Donc, je dis que c'est Mathieu qui commence. Moi, j'aimerais bien lui faire 6 tours avec le set d'occasion. Et on dit que le plein d'essence, c'est 50 litres, donc je le fais partir avec 50 litres. OK, pour l'instant, ça, j'enlève. OK, donc ça va être Mathieu. Il arrivera à la fin, il aura 38 litres d'essence. Ensuite, j'aimerais bien le faire partir de nouveau. Ici, le premier run, ça sera mise en place, on va dire. Warm-up, c'est lui qui doit se chauffer. OK, mise en place. OK, donc je me note mon objectif. Il n'y aura pas de changement de pilote, pas de refuel. Par contre, oui, il y aura un changement de pneu, puisque je vais le faire repartir pour 6 tours. Avec ce coup-là, le set de pneus neuf. OK. Il va partir, il aura 38 litres d'essence. Il finira avec 27 litres d'essence. Impeccable. J'ai estimé que mon arrêt durerait 2 minutes. OK. Donc ça me permet de voir. Alors, pardon. Donc l'arrêt dure 2 minutes. OK. Et puis après, je continue comme ça, ainsi de suite. Donc là, c'est découvrir, faire une référence en pneu neuf. OK. Donc, référence en pneu neuf, ça sera mon objectif. Et puis, ainsi de suite. Après, je dis que c'est potentiellement Adrien qui monte dans la voiture. Ça sera avec les mêmes pneus. J'aimerais qu'il fasse, pour le coup, peut-être un peu plus de tours, 10 tours. Toujours avec le set de pneus 0,2. Avec le set de pneus 0,2. Et par contre, je remets de l'essence pour être sûr de les comparer à peu près à la même quantité d'essence. Donc, lui, je remets 10, ce qui fait que Mathieu était parti avec 38 et Adrien, du coup, partira avec 37 litres. Okay, donc, ça permet de voir qu'à cet arrêt-là, il n'y aura pas de changement de pneu. Oui, il y aura un changement de pilote. Oui, il y aura du refueling. OK. Et ainsi de suite, j'avance. Du coup, Adrien, l'objectif quand il va partir, c'est peut-être juste découvrir la piste. Peut-être que c'est la première fois à Manicourt. Et je continue après en disant maintenant qu'il a découvert, donc un arrêt pareil, maintenant qu'il a découvert, je vais faire continuer à travailler Adrien sur des séances plus courtes, peut-être que 4 tours, toujours avec les mêmes pneus. On va essayer de faire en sorte qu'ils partent à chaque fois avec la même quantité d'essence. Donc là, je vais remettre 20 litres. Et puis là, l'objectif de cette séance-là, peut-être que ça sera tester rear wing, donc l'angle d'aile arrière. Différents. Du coup, par exemple, je ne sais pas, si j'étais en position 5 degrés, je dis que je vais vouloir tester à position 8 degrés. OK, donc ça veut dire qu'ici, il n'y aura pas de changement de pilote, pas de changement de pilote, pas de changement de pneu, et oui, un refueling. Et ainsi de suite, et comme ça, je gère ma séance pour voir jusqu'à ce que j'ai plus de temps. Donc, je vois que là, quand ça va terminer, il sera midi 23. Et éventuellement, à ce moment-là, je peux faire remonter Mathieu dans la voiture. Donc, à chaque fois, je considère que mes temps de pit stop durent 2 minutes, mais je peux changer. Par exemple, là, pour changer l'aile, j'ai peut-être le droit de dire que ça va prendre 4 minutes. Et donc, je vois que quand Mathieu va repartir, ça sera midi 27. Et donc, potentiellement, on aura le temps de faire que 2 tours. Hop, ça se met en rouge. 2 tours pour Mathieu avec les mêmes pneus. Donc là, dans ce cas-là, 2 tours, ça ne serait pas très intéressant parce que ça ferait peut-être même pas un tour chronométré. Donc, ça ferait peut-être juste un tour de sortie, un tour de rentrée. Donc, dans ce cas-là, il faudrait que je réajuste et peut-être, par exemple, faire que 8 tours au début pour la première série d'Adrien et permettre ainsi à Mathieu de faire 4 tours à la fin pour valider les changements de setup. Donc, valider, changement de setup. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça, c'est intéressant? Et posez-moi des questions. Après, je vous montre un autre Excel qui vous intéressera. Donc, Jérôme qui dit que OK, c'est intéressant. Parfait. L'intérêt d'avoir ça aussi, c'est que si on est un peu feignant, on fait facilement le suivi kilométrique de ses pneus.
vu que j'ai le nombre de tours avec quel pneu, eh ben, à la fin de la séance, je suis capable de dire, eh ben, Mathieu a fait 16 tours, donc 80 km. Adrien a fait 12 tours, donc 60 km. Donc, OK, c'est facile de dire, effectivement, Adrien, tu as un petit peu moins roulé que Mathieu. On essaiera de compenser ça si besoin que les deux pilotes roulent autant. Et puis, ça permet aussi de suivre facilement le kilométrage. Et là, on voit qu'à la fin de la séance, eh ben, le set de pneus qui avait un petit kilométrage initial finit avec 42 km, alors que le set slick numéro 02, bah, lui, il finit avec 110 km. Selon le pneu, peut-être que 110 km, ça y est, il a perdu de son efficacité. Et donc, ça permet tout de suite de voir, est-ce qu'il faut qu'on rachète un train de pneus? Est-ce qu'il faut qu'on réutilise l'ancien? Voilà. Et ainsi de suite. Sylvain dit, l'avantage du sim racing, c'est qu'à chaque fois, les pneus sont neufs et illimités à chaque sortie de stand. Donc effectivement, Sylvain, un truc qui est super en simulation, c'est que tu peux mettre les pneus neufs autant que tu veux et l'essence, ça te coûte rien. Donc effectivement, ce qui change un petit peu dans la simulation, c'est qu'à chaque fois que tu repars, potentiellement, tu as les pneus neufs à chaque fois. Donc, OK, donc ça veut dire que tu as moins d'intérêt à suivre ton kilométrage de tes trains de pneus. Ça, c'est sûr. Mais ça te permet, dans tous les cas, en simulation, d'établir un programme et d'établir ce que tu vas faire durant la séance. Là, on était sur une séance découverte, mais peut-être que je peux faire quelque chose. Je vous redonne un autre exemple. Hop, où je vais pas m'occuper. Je vais m'occuper juste de faire un truc simple. Ça va être Mathieu qui établit, par exemple, une référence. Pardon, j'ai pas mis le E. Une référence. Et ensuite, je vais dire que cette séance-là est consacrée à Mathieu. Et là, je fais des runs courts. 5 tours, ça veut dire un tour de sortie, 3 tours chrono, un tour de rentrée. 5 tours. À chaque fois, je vais le faire rouler avec le même set et toujours avec la même quantité. Par exemple, je voudrais travailler la qualif. Je veux qu'il parte à chaque fois avec seulement 20 litres d'essence. Donc 20 litres. Ici, il arrive avec 8. OK, donc hop, il faudra rajouter 12. À chaque fois, il part avec 20 litres. Et là, on teste, par exemple, changement, hop, changement carreau avant, par exemple. Donc, on change le carreau avant. OK, ça c'est un premier test. Après, je sais que je vais vouloir tester autre chose. Je ne sais pas, hauteur de caisse arrière, par exemple, plus 4 mm, etc. Et ainsi de suite. Donc, je complète mes trucs. Et ça permet donc, moi, j'ai une visibilité en tant qu'ingénieur ou ingénieur ou pas, mais en tant que responsable de la voiture, j'ai une visibilité sur ce qui va se dérouler, comment je dois prévenir, qu'est-ce que je dois préparer. Ça me permet aussi de communiquer ça aux mécaniciens. Et les mécaniciens, ils vont savoir ce qu'ils ont à faire pendant la séance, quels pneus ils doivent préparer, quelle quantité d'essence ils doivent préparer. Et les pilotes, ça leur permet de savoir quand est-ce qu'ils doivent être prêts pour monter dans la voiture, s'ils roulent ou pas, combien de tours, etc. Alors, j'ai Mathieu qui écrit « Tu stockes pas le meilleur tour à chaque session dans ce tableau-là ». Alors, moi, j'ai un autre tableau ensuite que j'ai… Alors, est-ce que ça va marcher? Ouais. J'ai celui-ci, c'est pas celui que j'utilise dans l'année, mais j'ai un autre tableau, moi, pour suivre les temps autour, avec mes secteurs 1, 2, 3. Et après, ça me trace automatiquement, ça me récupère mon meilleur et mon idéal lap. OK, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mathieu, mais impeccable. OK, donc moi, j'ai mon run plan et après, donc mon test plan, et après, j'ai mon run sheet où là, je suis tout le déroulé de mes tours. Autre question de Sylvain. Comment tu fais pour être exact niveau timing avec le tour moyen, vu que tu as un tour d'entrée et de sortie différent en fonction du pilote? Bonne question. Eh ben moi, ce que je fais, c'est que j'essaye d'être effectivement avec mon tour mon temps au tour moyen, il peut être un petit peu faux ou se décaler, notamment s'il y a du trafic en piste ou une erreur, un tête à queue. Donc moi, j'ai l'habitude de réajuster au fur et à mesure avec le temps d'arrêt. Donc ça veut dire que il est bien parti, Mathieu, en début de séance à 11h30. Il a fait ses 6 tours, mais finalement, il a été moins vite que prévu. Et ben, quand il repart, je vérifie l'heure. Je vois qu'il n'est pas parti à 11h43, mais à 11h44. Et ben, du coup, je me rajoute une minute sur le pit stop et hop, je réajuste comme ça. Donc, moi, je triche un peu, entre guillemets, en réajustant le temps d'arrêt pour juste être sûr que mes heures de départ soient correctes. Du coup, j'espère que j'ai répondu à ta question, Sylvain. N'hésite pas à me confirmer que j'ai répondu à ta question.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a appris quelque chose ou pas? Ouais, impec. Après, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est que ça paraît très simple ou peut-être très bête pour certains ou évident. Moi, par expérience, je sais que c'est pas forcément évident parce qu'il y a beaucoup qui travaillent. Bah, on va dans la séance et puis on verra comment ça se passe. Et du coup, bah, on ne sait pas. On pense que oui, les pilotes, ils vont faire 10 tours chacun. Il y a 4 pilotes. Et ben peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte que 4 fois 10 tours, et ben ça passe pas dans la séance d'une heure. Et là, on se retrouve embêté parce que le dernier pilote a roulé moins que les autres, quelque chose comme ça. Ou alors, eh ben, on n'est pas efficace sur les tests. Et ce qui est important, c'est bien de se fixer des objectifs et de dire, bon, bah, moi, cette séance-là, je veux trouver la meilleure perfo pour le setup de qualif. Et ben, on va partir avec peu d'essence et on va tester ça, 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 ça. Et ça permet d'établir un vrai plan. Et du coup, je disais, ça paraît bête. Alors, je lis la question juste avant de basculer sur autre chose. Alors, très intéressant en sim, il faut juste adapter ce tableau de suivi aux modifs que l'on fait dans le setup par ordre chronologique des modifs et le résultat obtenu. Donc, effectivement, dans tous les cas, ça me permet de basculer sur autre chose. Je n'avais pas prévu de vous le montrer, mais de toute façon, il n'y a rien de spécialement secret. Mais ici, vous avez votre feuille de setup qui ressemble à ce que vous voulez. Que ça soit dans le réel ou dans le virtuel, vous avez une feuille de setup, donc sur votre écran ou alors une feuille comme moi sur Excel. OK. Et ensuite, ce qui est important, c'est de suivre l'évolution des setups. OK, donc premier run, j'ai changé ça. Deuxième run, j'ai changé ça. Troisième run, j'ai changé ça. Ce qui permet à la fin de savoir où on en est sur la voiture et de revoir dans quel ordre on a fait les changements. Donc, pour répondre à la question de Jérôme, toi, dans le virtuel, potentiellement, tu vas faire tes changements de setup et les enregistrer sous un nom différent. Donc, setup de base, setup run 1, setup run 2, setup run 3. Et comme ça, tu es capable de te retrouver plus simplement. OK, j'ai d'autres questions. Sylvain qui dit, je pensais que ça aurait été bien plus strict, organisé en réel. Bah, déjà, si tu arrives à te tenir à ça, c'est déjà relativement strict. Et après, je vais vous montrer un autre exemple, peut-être que ça va te répondre. Loïc, quel est le lien entre ton tableau et les résultats obtenus? J'ai pas spécialement compris ta question, Loïc. Si tu peux juste préciser quel tableau, parce qu'en fait, j'ai bougé. Tu me parles de ce tableau-là de test plan. Ou si tu peux reposer ta question, ça marche. Et Adrien qui dit, clair, des objectifs par session, c'est essentiel, surtout en équipe d'endurance. Donc, impeccable. Est-ce que vous avez des questions en particulier? Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que je passe vite à la suite? Vous me dites. Ok, donc ça a l'air d'être bon à peu près pour tout le monde. Moi, ça me paraissait important voilà. Donc, si je résume, de dire, quand on a une séance, on la définit dans la durée, on définit comment ça va se passer, les objectifs, quel test on va faire, quel setup on part, quel pneu, quelle quantité d'essence, quel pilote prend la voiture quand. Euh, donc, Jacques qui dit Vettel, mauvais exemple. Je sais, ouais, alors je sais pas pourquoi mauvais exemple, peut-être parce que c'est peut-être pas le pilote plus organisé, tu veux dire, sur les dernières années, enfin, ou sur cette dernière saison. J'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je me prononce pas. En tout cas, donc c'est bon pour vous, c'est clair pour tout le monde. Ce que je vous propose, c'est que oh, tu as eu du succès, Jacques, avec ta blague. J'ai vu sur les vidéos que ça avait rigolé. En plus, c'est bien d'actualité, hein. Vettel qui, du coup, part chez Ferrari. Donc, l'idée, c'était la question de Loïc dit, OK, maintenant que tu as organisé, ta séance se déroule, comment tu analyses tout ça? Et c'est là où moi, je trouve que, encore une fois, le virtuel, ça rentre en jeu parce que ça permet de s'entraîner à ces deux choses-là. Déjà, créer un plan de test et le faire respecter. Ça, c'est le faire, c'est une chose. Le faire respecter, c'est encore autre chose. Et ensuite, comment je vais analyser les résultats que je vais obtenir? Puisque quand la voiture s'arrête, je décharge toutes les données et je récupère du coup toutes ces données-là. Il faut que je puisse les analyser. Donc, c'est là où ça va faire appel. Je vais vous montrer comment on peut analyser dans l'exemple du virtuel et ça va faire appel à normalement toutes les sessions précédentes, tous les lives du samedi matin, donc les 4 lives précédents. Et ben là, je vais faire un rappel de tout ça. Et j'ai pris volontairement un exemple dans le. Alors, hop, je clique, il faut juste que j'ouvre ça. OK. J'ai pris volontairement un exemple dans le virtuel parce que
là, il était question du virtuel. En ce moment, j'ai des exemples. Et ce qui est super bien dans le virtuel, c'est que quand vous téléchargez les données, vous avez un tas de capteurs. C'est comme si c'était la voiture de vos rêves avec une voiture bardée de capteurs. Donc, vous pouvez faire plein de choses. Alors, il y a deux choses. Il y en a qui ne savent pas qu'on peut récupérer la télémétrie. Souvent, ça s'appelle comme ça dans les jeux de simulation. Donc, ceux qui ne savent pas, vous regardez sur Internet, c'est assez simple et à chaque fois, ça explique pour tel jeu, qu'est-ce qu'il faut mettre en place derrière pour récupérer la télémétrie. Et dans l'ensemble, à chaque fois, sur la simulation, ça vient s'analyser avec le logiciel gratuit i2 Pro qui est fait par Motec. Donc, c'est ce logiciel-là que j'ai affiché. Par contre, je n'ai pas demandé. Vous confirmez que vous voyez tous un logiciel d'analyse avec fond noir. Parfait. OK. Alors, est-ce que j'ai des questions? J'ai peut-être des questions que j'ai ratées. Pierre-Yves, est-ce que tu as un fichier tableau qui résume l'ensemble des setups passés sur une voiture? Alors, Pierre-Yves, ça veut dire que tu l'as raté tout à l'heure. Je peux le remontrer, mais effectivement, je suis l'évolution de mon setup. Donc, j'ai le setup de base et j'ai l'évolution de ce setup après chaque run. Donc, je sais après chaque run où est-ce que j'en étais. Donc, ça, oui. Setup de base et ensuite l'évolution du setup au fur et à mesure que ça roule. Sinon, effectivement, si je prends que le setup de départ, le setup de fin, et que je ne suis pas ce qui s'est passé au milieu, puis que c'est au milieu que j'ai fait mon meilleur temps, bah, je suis coincé. Donc, effectivement, chaque run, une data et un bilan sur le setup, où est-ce que j'en suis. David qui demande si on décharge à chaque run ou à chaque session. Eh ben, ça va dépendre déjà de si on a le droit. En fonction du règlement, on n'a pas forcément le droit de décharger les datas entre chaque run. Quand la voiture s'arrête devant le box, on n'a pas forcément toujours le droit de télécharger les datas. Par exemple, si elle est en parc fermé, si on est sous régime de drapeau rouge ou quoi, ça c'est une chose. Et puis après, des fois, tu n'as pas le temps, c'est juste un arrêt pour ajuster les pressions. Et peut-être que ajuster les pressions, ça prend 1 minute, 45 secondes. Et en 45 secondes, c'est potentiellement, tu n'as pas le temps de télécharger toutes tes datas. Donc, idéalement, oui, c'est bien de télécharger après chaque run, mais ça arrive aussi que tu télécharges toute ta session d'1 heure et que tu analyses après. Okay, puisque de toute façon, quand ta voiture roule, si tu es tout seul, c'est difficile de faire rouler ta voiture, télécharger les datas, les analyser pendant qu'il faut encore gérer la voiture. Après, plus les équipes grandissent, plus le niveau augmente, plus c'est simple effectivement de faire ça. La voiture s'arrête, tu en as un qui vient télécharger les datas, tu as un qui peut t'analyser les datas pendant que toi, tu fais le suivi de ta voiture. J'espère du coup avoir répondu à ta question, David. Loïc, mais en virtuel, le comportement de la voiture est-il vraiment représentatif de la réalité? Je ne connais pas le sim racing. Donc, la question de Loïc aussi est bonne. Moi, j'ai peu d'expérience vraiment derrière le volant. J'en ai fait pas mal des simulateurs, mais je n'avais pas fait énormément d'heures. Et de base, moi, je ne suis pas très fort pour piloter sur simulateur parce que ça devient plus visuel et tu as des infos principalement avec le volant, alors que dans le réel, tu as toutes les infos qui te remontent par les fesses, en fait, par ton corps. Donc moi, je suis pas très efficace. Mais globalement, les pilotes, de plus en plus, s'accordent à dire que ça devient plutôt très réaliste. Il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps où Simon Pagenaud expliquait qu'il travaille des choses en virtuel qui lui permettaient d'être meilleur dans le réel. Et globalement, ça doit bien ressembler puisque là, en ce moment, je traîne un peu sur le jeu e-racing et on croise souvent des pilotes de haut niveau qui sont très bons dans le réel et qui sont aussi très bons dans le virtuel. Après, bien sûr, il y a des jeux qui sont plus ou moins axés simulation. En ce moment, Assetto Corsa, e-racing, c'est bien réputé parce que très ressemblant à la réalité. Project Cars un peu moins, Gran Turismo encore un petit peu moins. Voilà, en gros. Moi, j'ai pas vraiment d'avis où je m'avance pas là-dessus, mais je trouve en tout cas que ceux que je connais de Assetto Corsa et e-racing ressemblent beaucoup. Air Factor aussi ressemble beaucoup. Le Air Factor 2 est beaucoup utilisé pour les prototypes avec un modèle de pneu qui est encore plus réaliste. Alors Jérôme, tu dis que les infos châssis remontent aussi. Moi, je trouve que ça remonte pas vraiment comme dans la réalité. Alors effectivement, si on monte très haut en gamme de simulateurs, si c'est pas mal puisqu'ils ont des simulateurs maintenant qui font des mouvements qui reproduisent le mouvement de lacet. Donc ok, on va avoir la sensation de sentir la dérive de l'arrière, mais c'est assez limité en débattement, sauf si on a une grande salle et un simulateur qui peut tourner sur lui-même. Mais globalement,
les infos sont surtout remontées par le volant, je trouve personnellement. Pierre-Yves, si je réponds pas précisément à ta question, tu sais qu'on est en contact, n'hésite pas à me la reposer différemment ou même en privé à m'écrire, il n'y a pas de souci si t'as pas été, si j'ai pas bien répondu à ta question, n'hésite pas à me reposer la question en privé. Ouais, et effectivement, donc Loïc, ce que je disais sur les simus, sauf si tu montes en gamme comme les simulateurs des constructeurs, depuis chez toi, tu n'as pas forcément le mouvement. Alors, on essaye de reproduire avec des V1, c'est plus ou moins fidèle. En tout cas, le mouvement de lacet, c'est pas évident de l'avoir avec des V1, donc il faut tout ça combiner. Donc, mis à part les gros simulateurs, comme il y a aussi des articles là qui sont sortis sur les simulateurs de chez Dallara en Italie et tout ça, où là, ça devient assez incroyable. Bon, c'est compliqué. Je reviens donc à l'analyse et c'était la question de Loïc, je crois, qui disait comment, à la fin de la séance, tu récupères les datas et comment tu analyses tout ça. Du coup, comment analyser tout ça? Déjà, il faut le structurer et avoir des pages qui te permettent d'analyser. Et je vais essayer de faire par ordre, pardon, et les choses qu'on a vues durant les lives précédents. On avait parlé des amortisseurs. Donc, ceux qui étaient là pendant la session sur les amortisseurs, on avait parlé qu'un réglage d'amortisseur, donc entre compression, détente, haute vitesse, basse vitesse, on pouvait regarder ça avec les histogrammes. Et que l'idée de l'histogramme, il fallait que ça ressemble à une courbe de Gauss. Ok, donc ça ressemble plus ou moins à ça. Ok, la rouge est pas mal, la rouge et la bleue sont pas mal. Il fallait tendre à ce que ça soit symétrique gauche et droite et que ça soit symétrique roue gauche, roue droite. Ok, donc ça c'était, je reviens pas sur la théorie derrière, mais je reviens sur comment nous ensuite ça on le constate. Donc là j'ai affiché ici la vitesse de déplacement de mes amortisseurs. Donc vitesse de déplacement, si c'est pas calculé automatiquement, on a forcément le débattement des amortisseurs. Donc le déplacement des amortisseurs, on l'a en simulateur, on l'a d'office, et dans le réel, il faut un petit capteur de débattement sur les amortisseurs. Une fois qu'on a ça, si on a le déplacement, pour avoir la vitesse, la réponse elle est facile sur Internet, ou si vous avez un souci, vous me redemandez, mais en fait, on fait juste la dérivée. Un déplacement, si je fais la dérivée, je vais avoir sa vitesse. Okay, donc, une fois que j'ai sa vitesse, je fais ici dans l'axe des abscisses, j'ai la vitesse de déplacement, donc l'axe des X ici en bas, donc c'est le même ici. Hein. Ici, c'est la vitesse de déplacement, et ici, c'est le pourcentage de temps sur cette vitesse-là. Combien de fois, en fait, on se retrouve à se déplacer sur ces vitesses-là. Et ensuite, ici, c'est affiché assez clairement, on a le rebound à gauche, donc toute cette partie ici, c'est la partie rebound, donc détente. Toute cette partie ici, c'est la partie compression. Ce qui est sur fond gris clair, c'est les basses vitesses. C'est ce qui est sur fond noir, c'est les hautes vitesses. Okay, et donc là, on pourrait voir que, éventuellement, ici, j'ai un petit peu trop de compression basse vitesse, ou alors j'ai pas assez de détente basse vitesse. Donc, je peux durcir éventuellement un petit peu ici, durcir mes détentes basse vitesse, donc mon histogramme va remonter, ou alors assouplir un peu mes compressions basse vitesse, et là, mon histogramme va redescendre. Okay, donc, l'idée, c'est d'obtenir quelque chose de symétrique. On voit juste que c'est à ce niveau-là, que c'est pas parfaitement symétrique, mais globalement, c'est pas mal. La remarque est sensiblement la même. Alors, c'est un petit peu plus dissymétrique entre droite et gauche. On voit que ici, il y aurait de quoi travailler un peu sur détente et compression basse vitesse. Et puis, derrière, il y a encore un peu plus. On voit qu'on est beaucoup dans les hautes vitesses en détente et en compression. Donc, ça mériterait ici d'assouplir un peu les hautes vitesses pour essayer de diminuer un peu ici et de venir un petit peu durcir les hautes vitesses détente, les basses vitesses détente et compression à l'arrière. Pardon. Donc, en fait, je me répète parce que j'ai peut-être pas été très clair. Comme ça, en un coup d'œil, on peut voir que globalement, à l'arrière, mes amortisseurs, ils sont un petit peu trop durs en haute vitesse, que ce soit en détente ou en compression, et peut-être un petit peu trop souple en basse vitesse, que ce soit en détente ou en compression. Voilà pour cette page, comment on peut analyser ça et avoir des informations sur le réglage des clics d'amortisseur. J'en profite du coup pour lire les questions. Je crois que ça a défilé un petit peu. Ok Mathieu.
OK, avec un simu à 20 000, mais tu préfères le réel. OK, à 20 000. Effectivement, maintenant, les simulateurs, ça les bons simulateurs, ça commence à être, ouais, au moins, faut mettre au moins 10 000 pour avoir quelque chose de pas mal, j'ai l'impression. Mais pour se faire plaisir, il y a pas besoin de mettre autant que ça, donc 20 000 €, Mathieu, il disait. Par contre, pour répondre aussi à Mathieu, ça se justifie assez facilement quand, ta voiture à faire rouler, qu'un tour te coûte, 500 €, ben, effectivement, tu te dis: «Bah, peut-être qu'une séance de 20 minutes, ça me coûte un certain coût, ça vaut peut-être la peine d'investir dans un simulateur et que donc je diminue, je puisse tester des choses qui m'auraient coûté plus cher au final dans le réel». Mais de notre point de vue, quand on est un petit peu plus sur le loisir, effectivement, 20 000 € face à 20 000 € de réel, ça s'équivaut pas vraiment. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. Avec 20 000 €, on peut en faire des journées, Renault Sport, journée passion. Un article intéressant, David. Alors David a donné un article intéressant sur le sim racing pour ceux que ça intéresse. OK, ça c'était, alors je sais plus si je l'ai lu celui-là, mais sur Endurance Info, en tout cas, ouais, Endurance Info dans l'ensemble, c'est des bons articles, donc allez voir. Merci David. Jérôme, c'est dissymétrique pour quelle raison sur cet exemple? Alors, dissymétrique parce que ça veut dire que, il faut que je réajuste correctement mes clics entre droite et gauche et globalement, je suis plutôt symétrique droite et gauche, hein, on voit. C'est plutôt, entre compression et détente qu'il faut que je réajuste un petit peu. Après, je reviens pas spécialement sur la théorie, merci Mathieu. Et je reviens pas spécialement sur la théorie derrière. C'était plutôt, si vous voulez revoir un peu le cours, il est disponible en live, en replay, pardon, sur les amortisseurs. OK, c'était une chose. Ensuite, on peut parler de pression. Donc, les pressions, on va pouvoir constater aussi leur évolution au fur et à mesure des tours. Donc, à chaque fois que j'ai une droite en pointillé rouge, ça veut dire que c'est la fin d'un tour. Donc là, vous voyez, outlap, tour de sortie. Ensuite, tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, tour 5, tour 6. Et je ne vous ai pas mis, je peux mettre le tour de rentrée. OK. Info aussi, tour de rentrée, il existe rarement en simulation parce qu'ils font retour direct au stand et du coup, il n'est pas complet parce que avant d'arriver à la fin, ils font retour au stand direct. Alors que dans le réel, on a forcément un tour de rentrée. OK, donc ça veut dire que j'ai mes pressions de départ. Alors pour info, je vais le répéter tout à l'heure, mais vous pouvez regarder les valeurs. Ça ne sert pas spécialement à grand-chose d'essayer de regarder précisément. J'ai mis des petits coefficients sur tous les capteurs pour être sûr que je balance pas des infos secrètes entre guillemets. Donc dans l'ensemble, tout ce que vous allez voir, c'est faussé par un petit coefficient. OK, donc je pense éventuellement il y a Sylvain, je sais, ou Pierre-Yves ou quoi, si vous regardez. De toute façon, j'ai mis un petit coefficient sur chaque info normalement. Donc, ça veut dire que, mais je suis disponible si vous voulez en parler, je suis disponible en dehors de ça, je suis dispo pour en parler. Donc en fait, ça permet aussi d'apprendre à regarder l'évolution des pressions. Donc en haut, j'ai mes pressions, on voit que je pars, allez, 137 devant, 134 derrière. Et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça a l'air de se stabiliser. On voit que la courbe monte, monte, monte et se stabilise à peu près au 6e tour. Donc OK, ça c'est une info. Il va me falloir 6 ou 7 tours pour stabiliser mes pressions. Virtuel ou réel, c'est plutôt bien fait. Je trouve que les deux, ça correspond, du moins le virtuel ressemble bien. Et puis donc là, je vois que eh ben, quand mes pressions ont l'air de se stabiliser, eh ben, à l'avant, j'ai 159 et 155, donc c'est des KPA, ce qui voudrait dire 1 bar 6, 1 bar 55 sur les avants. Et j'ai ce même écart à l'arrière, 59, 55. Donc, ça permet de voir que quand les pressions se stabilisent, j'ai un petit écart entre droite et gauche. On a vu droite, donc front right et rear right. Donc, bleu et vert, c'est mes roues droites et rouge et rose, c'est mes roues gauche. Et je vois que j'ai un décalage. Donc, ça peut vouloir dire, eh ben, ça vaudrait le coup que j'ajuste mes pressions à droite ou à gauche pour rééquilibrer, pour que quand ça arrive au 6e tour, eh ben, j'ai à peu près la même chose au carré. Ou alors que j'ai à peu près la même chose à l'avant, droite et gauche, et à l'arrière, droite et gauche. OK? Donc ça, je peux donc déduire.
combien de temps je mets à atteindre ma pression stabilisée, quelle est ma pression où j'ai fait mon meilleur chrono, voilà. Et après, la même chose avec les températures. Les températures, c'est un petit peu moins visible. Là, en gros, on a, alors je vais peut-être zoomer sur un tour après. Bon, j'ai fait la moyenne de température de chaque pneu et chaque pneu a une couleur. Et on voit que les pneus, dans ce cas-là, ils sortent de couverture chauffante, ou du moins ils sortent, ils sont déjà chauds. Donc les pneus sortent à peu près à 60-65 degrés. Ça part forcément dans les lignes droites. On voit que ça refroidit, hein. La température, elle varie parce que ça va chauffer quand on sollicite le pneu, ça refroidit dans la ligne droite, ça chauffe quand on sollicite le pneu, ça refroidit dans la ligne droite. Et en plus, celui qui est à l'extérieur chauffe plus que celui qui est à l'intérieur. Bon, on regarde en moyenne et on voit que globalement, là, on était sur une valeur aux alentours de 50-55 degrés sur le tour de sortie et qu'on est plutôt arrivé à 65-70 degrés au 6e tour en termes de température. Après, c'est un peu plus dur de voir avec cette échelle-là si les températures se stabilisent au 6e tour. Je pourrais aussi changer l'échelle puisque j'ai monté jusqu'à 300 degrés. Alors, je peux même essayer de le faire là. Tac. Là, je mets un minimum 0 degré et maximum sur mon échelle, on va dire 120 degrés. Je ne sais pas si ça va changer pour tous. Ah, il faut que je le fasse pour tous. Bon, allez, je ne vous embête pas avec ça. Mais après, je peux donc changer mon échelle. Il faut que je change l'échelle pour les 4, qu'elles aient la même échelle. Et puis, du coup, ça me permettrait de revisualiser un petit peu mieux. OK pour ça, pour les pressions. Donc, ah oui, j'ai dit que je zoomerais un petit peu pour vous montrer voilà, à quoi ça ressemble globalement. Donc, on voit que ça refroidit, ça réchauffe. Alors là, si on regarde, ça chauffe plus rose et rouge. Bah, donc, potentiellement, ça veut dire qu'on est plutôt dans un virage à droite. Donc, rose et rouge, c'est mes pneus gauche. Et puis, ainsi de suite. OK, je regarde donc si j'ai des questions. Jérôme qui dit en réel, la pression de mesure générale est en KPA, en bar ou en PI. Alors, moi, je sais que je travaille beaucoup en bar, dans le réel, et ça m'arrive pas mal aussi. C'était en monoplace en pays, là. Du coup, ouais, le KPA, je l'ai vu pour l'instant que sur le virtuel. Mais bon, passer du KPA au bar, c'est assez simple, hein. C'est juste un facteur 100 à déplacer apparemment. Alors, ouais, ça c'est bien Hervé qui m'a posé une question. Hervé, il dit, alors ça c'était cool que tu l'aies vu, je n'ai même pas pensé à en parler. OK. Donc là, Hervé, il dit, oula, pic de température, pourquoi? Est-ce que c'était un blocage? Et effectivement, eh ben là, on voit que j'ai la roue arrière droite, la roue arrière gauche et la roue avant droite qui ont bloqué, certainement donc sur un freinage et donc sont montés en température. Ça a fait un point chaud sur le pneu et donc sont montés en température. Ça, je ne saurais pas vous dire si c'est très réaliste dans cette situation-là que le pneu soit monté à 270 degrés sur une partie du pneu. Bon. Mais en tout cas, oui, bien vu Hervé, ça c'est un blocage sur une attaque de frein lors du premier tour lancé, pneu certainement pas assez chaud, trop de pression de frein, blocage. Mis à part sur la roue avant gauche qui a certainement plus de charge, qui bloque un peu moins que les autres. Ok, j'espère avoir répondu à cette question-là. Ensuite, j'ai une question d'Antoine qui dit tu peux faire des ajustements en fonction des températures. Donc, effectivement, alors ça me renvoie à autre chose, c'est que samedi prochain, je vais faire justement une session spéciale sur un peu les bases pression, température, les bases du pneu, le fonctionnement, le comportement et comment gérer les pressions. Et effectivement, il y a toujours un lien entre température et pression avec la formule qu'on a appris à l'école de PV égale NRT. Et ben, du coup, ma pression influe sur la température influe sur ma pression. Donc oui, Antoine. Ouais, Jérôme, effectivement, 300 degrés. Par contre, c'est pas 300 degrés tout le pneu, hein, c'est 300 degrés, je pense, sur un point du pneu qui est mesuré. En fait, c'est un point chaud. Ça doit créer un point chaud. Après, tout dépend du modèle pneu qui est adopté dans le jeu. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que je passe à la suite? Je vois que le temps passe super vite. En fait, j'avais visé de faire 1 heure et allez, je passe à la suite. Et puis, si vous voulez me mettre des questions, vous pouvez me mettre des questions. Ensuite, cette semaine, on a parlé du différentiel avec certains. Il y avait une session jeudi sur le différentiel.
Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder au data aussi. Alors, au data, je vais prendre un seul tour. OK. Donc, en haut, j'ai ma courbe de vitesse en violet. Donc, c'est la courbe de la vitesse de la voiture. Plus c'est en haut, plus on va vite. Plus ça descend. Si ça descend, c'est qu'on est en train de ralentir et c'est une vitesse mini. On réaccélère, on décélère, on accélère. OK. Donc, ça en haut, courbe de vitesse. Et en bas, je me suis fait un canal mathématique. Alors, ça, c'est pareil, je peux vous le montrer. Ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. J'ai créé un canal mathématique où je vais prendre, j'ai mon info de vitesse roue arrière gauche, vitesse roue arrière droite. Dans le cas d'une propulsion, si c'est une traction, je ferai avec les roues avant, les roues motrices, et je vais faire la différence des deux. Donc, je vais faire la roue arrière gauche, par exemple, moins la roue arrière droite. Et pour que ça soit toujours dans le même sens, donc pour que j'ai toujours que des valeurs positives, j'ai mis ça en valeur absolue pour éviter qu'un coup j'ai une différence positive et un coup une différence négative. Si ça vous intéresse, est-ce que ça vous intéresse que je vous montre comment on fait un canal mathématique? Dites-moi, peut-être pas du tout, ou peut-être oui, il suffit qu'il y en ait deux qui me… Oui, allez. Donc, il y en a qui disent oui. Alors, je vous montre. Ici, sur Motech, c'est outils, maths. Je vais aller sur le live et je vais ajouter une expression. OK. Alors ici, nous, on va l'appeler, je vais mettre un nom un petit peu différent, donc on va l'appeler différentiel. OK. Donc je l'appelle différentiel. Je ne m'embête pas, je peux mettre les unités, définir le nombre de décimales. Bon, ça, c'est juste prendre un petit peu de temps. Et ensuite, il y a l'expression. Donc l'expression, on a dit, alors en bas, je peux chercher les canals, donc ça doit être des wheel speed en anglais. Hein. Globalement, pour bosser, faut se mettre à l'anglais, c'est toujours un peu en anglais, rien de très compliqué, donc wheel speed. Donc on a dit que je voulais faire la différence entre la roue arrière gauche, OK, moins la vitesse de la roue arrière droite. OK. Mais ça, par contre, on a dit que ça risquait de me faire un signe, un coup positif, un coup négatif, puisqu'un coup, c'est la roue gauche qui est moins rapide, un coup, c'est la roue droite qui est moins rapide. OK, donc ça, je le mets entre parenthèses. Hop. Et je vais mettre tout ça en valeur absolue. Donc, j'ai la fonction ici, absolue. Je double-clique. OK, valeur absolue. Donc, j'enlève juste que la parenthèse. Hop, voilà. Et donc, j'ai valeur absolue de ma soustraction. D'accord? Je définis la couleur de base pour qu'on voit en vert. OK. Fermé. Et donc là, une fois que je suis là, je viens dans mes canaux, différentiel, je retrouve celle que je viens de créer, différentiel, et je l'ajoute. Et du coup, je l'ai récupéré ici. OK, en vert. Ça m'a juste changé un peu l'échelle. Alors, j'ai bien la même chose entre mes deux canaux. Alors, si je supprime celui-là, voilà. Il faudrait que je change mon échelle. Alors, je peux changer mon échelle. Ce coup-là, je ne voulais pas montrer tout à l'heure. Différentiel, manuel. Et je dis que je considère les vitesses différentes entre eux, moins 1 et on s'en fiche, et entre 100. OK. OK. Voilà, j'aurais même pu faire, donc allez, je modifie un peu. Excusez-moi. Tac. On voit que j'ai vraiment pas de différence en dessous de allez, 40. OK. Donc là, je viens de créer le nouveau canal, celui qui s'affiche en vert. En rouge, c'était l'ancien. J'ai refait le même ici en vert. Donc j'espère que c'était clair. Et ça va me permettre de voir que j'ai des différences de vitesse qui se créent globalement en ligne droite. Quand je suis à une certaine vitesse ici, à 216, etc., j'ai aucune différence de vitesse. Par contre, à partir du moment où là, je freine, ici, j'ai du frein, de la décélération. OK, j'ai une différence de vitesse qui se crée. Ensuite, ici, au point neutre, pour ceux qui connaissent, on va pouvoir regarder un peu la précharge. Et à la réaccélération, on va pouvoir constater à l'accélération comment se comporte le différentiel. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là jeudi, on sait que le différentiel, on va regarder plusieurs paramètres. On sait qu'il y a la décélération, l'accélération, la précharge. Voilà. Si j'arrive, je peux vous montrer la différence potentiellement entre deux configurations. Alors, mauvais exemple. Je pensais pouvoir vous montrer. Si je zoome un peu, peut-être. OK. Alors, voilà. Donc là, j'ai deux configurations presque similaires, mais un tout petit peu différentes. Et on voit que j'ai une configuration en blanc et une configuration en vert. On voit que sur les phases de décélération, globalement, j'ai de la différence de vitesse pour les deux autos. Ensuite, on voit que, par contre,
dès qu'on est ici, pas de frein, pas d'accélérateur, le milieu du virage, j'ai de la différence de vitesse que en vert. En blanc, ça y est, ma valeur est quasiment égale à 0. Et toute la phase d'accélération, j'ai de la différence de vitesse entre mes roues arrière en vert, mais sur la configuration en blanc, j'ai pas de différence de vitesse. Vous voyez, là, en gros, 3 km/h de différence en vert et 0,4, allez, 0 différence de vitesse en blanc. Donc ça permet de constater, OK, les réglages, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'en a pensé le pilote. Hop. Donc si c'est bon pour vous, tac, je change et je remets. OK, donc Mathieu, tu as fermé ton diff exactement. Donc là, pour ceux qui ont suivi un peu, il y a l'histoire que dans une configuration, c'est fermé à l'accel et l'autre, c'est ouvert à l'accel. Et ça, en plus, c'est les datas que vous avez eues pour ceux qui étaient là jeudi. OK. Et plus de précharge. Mathieu a bien suivi, je te félicite. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je continue sinon. Je passe ensuite au freinage. Donc, je vais pouvoir aussi analyser mon freinage. Vous vous rappelez, on a parlé de répartition de frein sur une des sessions du samedi. Et ben du coup, je vais garder ma vitesse toujours pour, pour info. Je garde ma vitesse. Je me suis créé un petit canal mathématique qui va me donner ma répartition de frein. Donc, ma répartition, ma break balance, parce que j'ai ma pression de frein avant, ma pression de frein arrière. Donc, je vais zoomer sur un des freinages. OK, donc vous vous rappelez, le freinage idéal, on avait dit, on vient freiner fort, on tient à peu près constant et ensuite on est dégressif au fur et à mesure que ça tourne. Donc là, le freinage est globalement pas mal exécuté, assez dégressif sur le début. Donc vous imaginez que ça veut dire que ou le pilote s'en sort pas très bien ou que c'est une voiture qui a de l'aéro. OK. Et ensuite, j'ai mon canal mathématique qui affiche, à partir du moment où il voit de la pression, il me donne la répartition. Et puis là, on est sur du virtuel, donc répartition parfaitement constante tout au long du freinage. Donc, j'ai une valeur de 57,14. Encore une fois, hein, j'ai mis un petit coefficient pour que vous n'ayez pas la vraie valeur, mais l'idée derrière est la même. Répartition de frein à 57% tout au long. Dans le réel, souvent, on va avoir un petit peu de variation qui va faire que ça va changer parce qu'avec physiquement, des fois, on appuie et ça varie un petit peu et la pression peut passer un peu plus sur l'avant ou un peu plus sur l'arrière. Et puis dans ce cas-là aussi, vous voyez qu'il n'y a pas d'histoire de limiteur de pression comme on avait vu sur une des sessions et donc ça reste une valeur constante tout au long. Alors celui-ci, oui, je ne vous le montre pas parce que c'est un pourcentage et puis je passe à la suite, il y a des trucs plus intéressants, mais canal mathématique de la répartition de frein. Une répartition, on fait toujours du coup avec l'avant, donc ça veut dire ma pression de frein avant divisé par la pression de frein avant plus la pression de frein arrière. Ça, je le multiplie par 100 et ça me fait du coup mon pourcentage, et ici 57%. OK? Donc, pression de frein avant sur la pression de frein avant plus pression de frein arrière multiplié par 100. Voilà le canal. OK? Pas de questions particulières là-dessus. Je passe au carrossage. Donc, carrossage, allez, je dézoome un peu, je prends toute ma session. Vous avez vu, à chaque fois, des fois, je varie sur un tour, un virage ou alors toute la session. Et donc, le carrossage, j'ai fait roue avant gauche, roue avant droite, roue arrière gauche, roue arrière droite. Le carrossage, on est bien d'accord, c'est comment mes roues sont inclinées vers l'intérieur ou pas de ma voiture. Carrossage négatif, mes roues sont comme ça. Carrossage positif, elles sont dans l'autre sens. Bon, on ne voit pas ça en sport auto, mais carrossage négatif. Pas de carrossage, mes roues sont droites. Carrossage, OK. Le haut de mes roues sont vers l'intérieur. Donc ça, c'est le carrossage. Et pour savoir où on en est niveau carrossage, une bonne info, c'est la répartition de température à la surface du pneu entre intérieur, milieu et extérieur. OK? Donc, on va pouvoir dire, assez simple à comprendre, que si ma roue est trop carrossée, trop de carrossage, et ben globalement, je vais être trop chaud à l'intérieur et je vais vraiment pas être très chaud à l'extérieur. Donc, je vais avoir un gros delta de différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Pareil, si mon pneu est pas mal en carrossage, mais qu'il est trop gonflé, donc qu'il fait trop le ballon, eh ben, je vais voir que c'est ma température milieu qui est trop élevée. Ça voudrait dire qu'en fait, je chauffe trop le milieu de mon pneu parce que mon pneu est trop gonflé et fait une forme de ballon. OK? Donc, si je viens un peu en zoomant sur un tour,
on voit un peu l'évolution. Et globalement, vous voyez que les températures ont l'air d'être plutôt bien réparties, si ce n'est que dans certains virages, je vais avoir le centre et l'intérieur un petit peu plus chaud. Alors, c'est plutôt en ligne droite, ça, plus chaud que l'extérieur. Mais bon, globalement, on voit qu'après, en virage, mon pneu a l'air de se poser bien à plat puisque j'ai 64 à l'intérieur, 61 au centre et 66 à l'extérieur. Donc ça permet de voir au fur et à mesure et de voir globalement en moyenne si mes températures sont bien réparties. Ici, je n'ai pas un exemple, mais si on a un gros écart, par exemple, si on a trop de carrossage, on va voir que la température extérieure, elle est toujours très décalée par rapport aux autres. Elle est toujours très en bas, en fait. Ou alors, à l'inverse, très haute. Et en fonction de ça, ça permet de rétablir. Là, on a l'impression, on a le sentiment que globalement, on est pas mal puisque les températures ont l'air d'être à peu près bien réparties à la surface du pneu tout au long. Je n'ai pas de gros delta entre intérieur et extérieur ou entre extérieur et milieu, etc. Est-ce que vous avez des questions alors, Jacques qui dit carrossage positif en carte sur la roue avant, certainement quand tu braques les roues, par contre, alors pas en statique. Il me semblait pas qu'en statique, les roues étaient en carrossage positif, mais peut-être, ok. Carrossage négatif. Ok, ouais. Donc, alors Will qui fait un mémo technique, carrossage négatif, forme du nez, visage, et carrossage positif, forme de peau, moyen mémo technique. Moi, on m'avait aussi expliqué qu'à l'époque, les routes, elles étaient bombées. Donc, les routes, elles étaient un peu courbées comme ça à l'époque, les routes en pavé, et que du coup, c'était plutôt positif d'avoir les roues comme ça pour suivre plutôt que les roues en négatif pour suivre sur une route bombée. Donc, voilà, le signe serait venu de là, ou alors, du moins en tout cas, ça permet de s'en rappeler. Carrossage positif, il y a longtemps sur des voitures du style Bugatti Type 53 et d'autres voitures de la même époque. Alors, c'est possible. Là, tu reviens trop loin pour moi, Mathieu. Donc, si en statique, en carte, donc effectivement, donc j'ai dit une bêtise, en carte, c'est possible d'avoir en statique du carrossage positif. OK. Et Charlie, est-ce que tu pourrais expliquer comment on affiche le delta de temps entre deux tours pour voir où on gagne et on perd du temps? OK. Donc là, tu as pris de l'avance. J'avance. Tu vas avoir ta réponse au stade 7 et il est déjà midi, donc je me dépêche. Je passe à la suite. Je vous avais parlé du cercle d'adhérence. Donc, cercle d'adhérence, vous vous rappelez, c'était ce qu'on était capable de passer en accélération latérale, ok, ou en accélération longitudinale. Alors, allez, je vais même m'amuser. J'ai jamais testé ça. Tac. Alors, là, ici, ça veut dire qu'on est à accel. Ok. Ici, c'est frein. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais si c'est accel, frein, ça veut dire que là, je suis à gauche. Et là, je suis à droite. OK. Ça paraît cohérent que j'ai plus de valeur ici à droite puisque le circuit tourne dans le sens horaire. Donc, globalement, je vais récupérer plus de valeur sur des virages à droite. OK, donc vous vous rappelez, donc mon 0 est à peu près ici. D'ailleurs, je ne sais plus si vous voyez ma souris. OK. 0 est à peu près ici. Et ça va permettre de voir comment le pilote utilise la voiture. S'il vient bien combiner entre frein et axel, vous vous rappelez, entre frein et volant, pardon, entre frein et volant, venir voir s'il combine bien. Et pareil, s'il combine bien entre axel et volant. OK. Et ça va permettre de voir en fonction de si la voiture a de l'aéro, si j'ai été capable d'élargir mon cercle ou pas. Voilà. Et globalement, on a dit que normalement, c'est censé être un cercle. Là, ce n'est pas le cas parce que c'est un circuit plutôt rapide. Donc, c'est difficile, par exemple, de passer de 100, quand on accélère à 100, de créer une accélération aussi forte que ce qu'on est capable de passer en décélération. Okay, donc, globalement, on aura toujours quelque chose qui est un peu plus aplati partie accélération parce que les voitures ne sont pas capables de passer autant d'accélération que de freinage, de décélération. OK. Alors là, je n'ai pas testé si ça sera très représentatif, mais du coup, je peux comparer des tours entre un tour comme ça et un tour comme ça. OK. Donc là, j'ai mis en blanc un tour, en jaune un autre tour. Et là, c'est le même pilote, mais on pourrait voir que là, globalement, en jaune,
le cercle est plus large. On voit que ça va venir chercher des points plus loin. Les points blancs sont plus dans cette zone-là, les points jaunes plus dans cette partie ici. Donc, on peut en déduire deux choses, ou le pilote conduit mieux et donc est capable d'aller chercher plus large, d'aller chercher plus de combinés frein et volant, donc de plus optimiser, ou alors c'est juste que les pneus étaient trop froids et ne permettaient pas encore de faire ça. Ok, voilà le type d'info qu'on peut en déduire. Je reviens sur un tour, tac, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça avant que je passe au pilotage et que je réponde à la question de Charlie? C'est la fréquence d'échantillonnage qui te donne le nombre de points. Donc, effectivement, après, tu vas pouvoir régler ta fréquence d'acquisition différemment. Et puis, bah, normalement, dans le virtuel, tu as un petit peu moins de points parasites que ce que tu vas avoir dans le réel. Dans le réel, tu as plus de points parasites. Et du coup, il faudrait filtrer aussi un petit peu l'information. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Fabien. Mais en tout cas, ouais. Et là, je pourrais regarder, je ne sais plus la fréquence. Je ne sais pas si je vais dans propriétés, si j'ai directement ma fréquence d'acquisition. Non, je ne l'ai pas là. Je l'ai pas là dans. Je sais. Alors là, tu vois, tout de suite comme ça, je ne saurais pas retrouver où est-ce que sur télémétrie, tac, tac. Ouais, bon, c'est pas grave. Je me rappelle plus sur ce logiciel et sur le virtuel comment je fais pour retrouver ma fréquence d'acquisition. Ok. Effacer les dessins. Et si c'est bon pour vous, je passe à la suite si vous n'avez pas de questions. Donc là, c'est comment on va pouvoir aussi analyser le pilotage. On a parlé de réglage et tout ça, mais on va pouvoir aussi analyser le pilotage comme je vous ai fait des fois à la fin de certaines sessions avec certains pilotes. Et je vous ai mis les infos importantes et puis on met le petit tracé du circuit à droite pour que le pilote puisse se retrouver. OK? Donc, du coup, ça permet de voir que j'affiche le régime moteur, le rapport engagé, la vitesse de la voiture, donc régime moteur, rapport engagé, sur quel rapport de boîte on est, la vitesse de la voiture, l'angle au volant, la position de la pédale d'accélérateur, la pression de frein, et après le canal que disait Charlet. Ça, on peut voir après en privé si tu veux, le canal mathématique parce qu'il est un peu complexe celui-là, de comment tu fais ton canal gain and loss, comment tu sais si tu gagnes ou tu perds du temps. Et encore, je trouve que c'est pas super bien fait. Des fois, dans le réel, je suis tombé sur des canaux qui étaient plus précis que ça. Donc, si je zoome un peu pour vous donner un exemple, ça va me permettre de regarder le pilotage, mais ça va me permettre aussi de comparer entre mes deux pilotes. Donc là, en l'occurrence, c'est le même pilote, mais entre deux tours, comme on a fait déjà sur les sessions précédentes. Regardez, tu arrives moins vite, tu freines au même endroit, un peu moins fort au début. Du coup, tu as plus de vitesse, mais par contre, tu gardes les freins plus longtemps. Du coup, tu t'arrêtes un peu plus au point de corde. Et si on voulait quantifier ça, au début, tu avais un dixième de retard. À la sortie du virage, tu te retrouves. Donc, tu avais un dixième d'avance. À la sortie du virage, tu te retrouves avec un dixième d'avance, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai été très clair. En l'occurrence, du coup, c'est le blanc qui est plus vite. Au début, j'ai dit le blanc est moins vite, mais le blanc est plus vite sur cette partie-là, puisqu'il freine moins la voiture, il rentre un petit peu plus vite. Certes, il est un peu moins vite au point de corde, mais en plus, il ressort mieux. Donc, voilà. Dans cet exemple-là, c'était le blanc qui était plus vite et il gagne un dixième sur ce virage-là par rapport au pilote en couleur. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail de comment on analyse puisque j'avais fait déjà des exemples, sauf si ça vous intéresse. Après, je pourrais refaire ça les prochaines fois. De toute façon, c'est pareil. J'ai une session le mois prochain où je fais que l'analyse du pilotage et j'explique pendant 2 heures comment on peut analyser le pilotage. Et toutes ces sessions spéciales que je vous dis, elles sont déjà disponibles sur le site internet. J'ai vu ce matin Loïc était allé faire un tour, donc merci Loïc. Alors, du coup, il y a Charlet et Pierre-Yves qui discutent sur OK, je voudrais bien la fonction math qui permet de calculer le temps. OK, Charlet. Et Pierre-Yves qui dit tu peux le faire sans le math channel sur Motec avec le signe delta sur la droite du logiciel. Ça s'appelle variance. OK, donc là, ça veut dire que tu fais appel certainement à ça, montrer la variance. OK, je ne maîtrise pas, je regarderai. Merci pour l'info.
OK. Et du coup, Loïc qui confirme, ça marche. Ensuite, pour essayer de finir rapidement, je passe à l'aéro. Donc, c'est une voiture qui a de l'aéro. Donc, c'est intéressant de mesurer les efforts qui s'appliquent entre l'avant et l'arrière. Encore une fois, j'ai pas fait un truc super précis et puis j'ai mis des coefficients pour pas être embêté et qu'il n'y ait pas les vraies valeurs qui s'affichent, mais la logique est la même. Oui, parce qu'en fait, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais en ce moment, il y a pas mal d'équipes qui travaillent sur des réglages sur les jeux en virtuel et c'est plutôt un peu la compétition à celui qui aura le meilleur réglage. Donc, je sais qu'on essaye tous de savoir un peu ce que font les autres. Donc voilà, donc pour pas être embêté, j'ai modifié certaines valeurs. Mais en tout cas, la démarche est la même. On va essayer de suivre. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de hauteur et puis du coup d'appui aéro qui changeait et avec la map aéro, voilà. Donc ça permet, ce qui est intéressant, c'est de regarder combien je vais avoir d'appui à l'avant et comment cet appui à l'avant évolue en fonction de la vitesse. Donc ici, en Y, en vertical, c'est la force qui s'applique sur la voiture. J'aurais pu faire une échelle mieux que ça, c'est vrai. Et ensuite, ici, en horizontal, c'est la vitesse. Donc, on voit, ici, c'est la force qui s'applique sur l'avant. On voit que globalement, plus j'augmente ma vitesse, plus mon appui augmente. Et ça, on se rappelait, c'était vitesse au carré. On voit d'ailleurs que ça augmente doucement et de plus en plus vite. On est sur quelque chose, vitesse au carré, on avait dit, donc plutôt exponentielle. OK. Donc, on constate bien que ça soit sur l'avant ou sur l'arrière, que plus la vitesse augmente, plus mon appui aéro augmente. C'est logique. Ça permet aussi de voir qu'il y a une petite tendance qui dit que globalement, donc, j'ai pas de valeur en dessous de 80 km/h. Ça veut dire qu'on est peu ou pas en dessous de 80 km/h. Par contre, on voit que tout ce début de 80 à… Alors, la vitesse, je la lis en bas pour ceux qui n'ont pas vu. Là, ici, 125. On va dire qu'en gros, de 80 à 120, eh ben, je n'ai pas vraiment d'aéro qui augmente. À l'avant, je n'ai pas plus. À l'arrière, je n'ai pas plus. Pareil, pour confirmer ça, j'ai créé un canal mathématique qui fait l'appui total, donc l'appui avant plus l'appui arrière, l'appui total sur ma voiture. Et on voit que globalement, tant que je suis en dessous de 120, eh ben, sur cette voiture-là, je n'ai pas l'air de créer vraiment d'appui aéro en plus. Par contre, passé 120, ça y est, je commence à avoir de l'appui aéro. Donc, OK, ici, j'ai l'appui avant, l'appui arrière, l'appui total. Et à droite, j'ai un canal qui n'est pas très bien fait. Celui-là, j'avoue l'avoir fait un peu vite pour vous montrer. Mais j'ai la variation de ma balance aéro. Donc, ça va permettre de voir en fonction de la vitesse comment évolue ma balance aéro. Est-ce que, en fonction de la vitesse, est-ce que j'ai plus sur l'avant ou plus sur l'arrière? Et donc, on voit que globalement, ça monte. Donc, globalement, j'ai de plus en plus d'appui sur l'avant. Plus je vais vite, plus j'ai de l'appui sur l'avant avec ce réglage-là. OK? Et donc, euh, j'ai une valeur qui est aux alentours de, allez, entre 30 et 35 quand je suis à 100 km/h. Et j'ai une balance qui est de 30, entre 38 et 40 quand je suis à 250. OK? Donc, je passe de 35, une balance de 35% d'aéro sur l'avant à 40% d'aéro sur l'avant. Adrien qui précise évolution quadratique. Effectivement, alors je parle exponentielle. Adrien, merci de me reprendre, mais exponentielle pour que ça parle aux gens et que ça soit plus clair. Mais merci de ta précision. Vitesse au carré. OK. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou est-ce que je passe à la suite? Eh ben, alors, David, pour répondre à ta question, idéalement, quelle évolution de balance aéro veut-on en fonction de la vitesse? Eh ben, on avait dit que globalement, en fonction de la vitesse, on voulait presque plus l'inverse. Si tu as suivi la session précédente, on disait que globalement, dans les lignes droites, on aimerait avoir plutôt de l'appui sur l'arrière et pas trop sur l'avant, avoir une balance de voiture qui est plutôt basse derrière, haute devant. En virage rapide, on voudrait une balance qui est à peu près équivalente. Je ne sais pas, peut-être quelque chose qui soit du coup de 40%. Et par contre, moins je vais vite, plus on aimerait plutôt que ça balance dans l'autre sens, plutôt avoir
plus sur l'avant. Donc, plutôt une tendance inverse que ce qu'on constate là sur cette voiture. Encore une fois, cette balance aéro est possiblement faussée aussi parce que j'ai mis des coefficients et ça a pu inverser la tendance entre arrière et avant. OK. Pour la balance, est-ce que tu as fait un canal? Donc, ça, la question de Will. Pour la balance, est-ce que j'ai fait un canal? Donc, effectivement, selon le jeu, vous n'aurez peut-être pas forcément la force qui s'applique à l'avant, ni la force qui s'applique sur chaque roue. Mais par contre, vous avez dans le jeu donné votre raideur de ressort, la raideur du ressort, et vous avez donné le déplacement. Enfin, et vous avez en donné le déplacement. Donc, si vous multipliez le déplacement par la raideur, vous allez avoir l'effort. Et après, ça va vous donner ça. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la valeur exacte pour avoir votre tendance. Peut-être que la valeur n'est pas exacte. Après, ce n'est pas très grave. Si vous faites la même erreur entre avant et arrière, à la limite, ça vous donnera déjà une tendance et ça vous permettra de comprendre assez rapidement, comme c'est le cas ici, que l'aéro n'a pas vraiment d'influence en dessous de 120 km/h. Et je passe du coup à ma dernière page, qui est à la hauteur, qui est la variation de hauteur. Donc, on a vu la semaine dernière la balance aéro, qui était en lien avec la hauteur. Et donc, du coup, là, j'ai un petit canal de hauteur de caisse. Alors, j'ai en haut la vitesse de la voiture. Ensuite, ici, en bleu, je vais commencer par le rouge. En rouge, c'est ma hauteur avant. En bleu, c'est ma hauteur arrière. Donc, ma moyenne entre gauche et droite. OK, ma hauteur. Et ensuite, en jaune, j'ai fait mon rake, donc ce qu'on avait vu, mon assiette, mon inclinaison, mon pitch, donc mon rake. Et smooth parce qu'il a été un peu filtré pour qu'il y ait moins de variations et que ça soit un peu plus filtré. OK? Donc, ça permet de voir que, en fait, d'ailleurs, je pourrais le faire plutôt sur ce tour-là, ce sera plus intéressant. Pardon. Donc, sur le tour de out, on voit que quand on est à 0 km/h, ça va donner une valeur. Donc là, c'est en inch, mais ça pourrait être en centimètres ou quoi. Mettons qu'ici, c'est des centimètres. De toute façon, je vous ai dit, j'ai modifié les valeurs. 37 à l'avant, donc 37 cm à l'avant, 43 cm à l'arrière. Et au fur et à mesure que je vais prendre de la vitesse, eh ben, ma voiture, elle descend. OK? Comme on a vu, au fur et à mesure, il y a de l'appui aéro et au fur et à mesure, elle descend. On voit qu'au début, elle descend pas trop. Donc là, globalement, eh ben ouais, c'est parce que je suis à 140. Donc là, toutes ces valeurs-là avant, c'est tant que je suis en dessous de 120. On a dit en dessous de 120, la voiture prend pas d'appui aéro, donc elle descend pas trop. Par contre, une fois qu'on augmente, il y a de l'appui aéro et on voit que la voiture descend et descendu pas mal puisque devant, on se retrouve à 18 cm alors qu'on était parti de 37 cm. OK, c'est exagéré. C'est exagéré. D'ailleurs, j'aurais pu vous le faire en millimètres et dire, bah ouais, donc c'est du millimètre et on voit qu'on a perdu 20 millimètres dans la ligne droite. OK? C'est juste pour montrer qu'on voit bien que la voiture descend. Et puis après, peut-être que si on s'attarde sur un freinage, il faudrait que je vous en montre un. Mais ouais, un qui soit bien représentatif. Mais du coup, on voit que la voiture descend en ligne droite. Et puis sur certains freinages, elle va continuer un peu à descendre au frein et l'arrière va monter. Voilà les choses qu'on peut voir. Et on peut voir du coup l'évolution de cette assiette-là tout au long du tour et faire le lien ensuite avec l'aéro s'il faut. Est-ce que vous avez des questions? Pour ma part, là, c'est fini sur ce qui était donné. J'espère que c'était clair. J'espère aussi que ça vous a plu et que ça se voulait un petit peu plus interactif ou du moins un peu plus concret. C'est des choses que normalement, vous pouvez mettre en place dès cet après-midi avec un simulateur ou du moins avec vos jeux de simulation chez vous. OK, merci Thomas, merci Will, merci Mathieu. Et puis, alors, si vous avez des questions, dites-moi avant que je coupe le partage d'écran. Non, impeccable. Alors, Pierre-Yves qui dit quelle forme a la courbe de hauteur de caisse si on touche la voiture, si la voiture touche le sol en fin de ligne droite? Eh ben, si la voiture touche le sol en fin de ligne droite, elle va plus pouvoir descendre. Donc, en théorie, tu vas voir que la valeur, elle devient plate. Comme quand ta voiture vient se caler sur les butées, d'amortisseur, tu vas voir que ta voiture, elle peut plus descendre. Donc, à partir du moment où ça descend plus, certes, ça varie des fois un petit peu, mais ça descend plus, tu peux plus descendre. Mais j'ai remarqué que dans ici e-racing, tu peux prendre des valeurs négatives. Donc, il faut faire attention aux valeurs qu'on a et essayer de
faire attention parce que tu peux, dans e-racing, tu peux rentrer dans le sol. Alors, pardon, donc je lis les dernières questions. Donc, il y a Olivier qui demande est-ce qu'il y a un Tipeee Salut Linger pour les cours du samedi? Non, les cours du samedi, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Par contre, après, il y a les sessions derrière payantes, c'est les sessions spéciales. Et c'est toujours cool pour moi de partager avec vous. Et j'ai mis un ticket d'entrée pour qu'on puisse être en groupe un peu plus restreint. Vous allez recevoir un mail de toute façon après. Il y en a, j'ai placé les 3 prochaines dates. Je les ai placées, elles sont disponibles sur le site salulinger.com. Et on était un petit peu moins nombreux. On était un petit peu moins nombreux aujourd'hui. Donc, je sens que ça commence à s'essouffler peut-être un petit peu les samedis matins. Donc, du coup, j'ai basculé les sessions spéciales au samedi matin. Et pour l'instant, c'est pas prévu que je reprenne tout de suite les lives du samedi matin comme ça dans ce format-là. Est-ce que j'ai une question de Paul? On peut avoir la télémétrie seulement sur les versions PC des jeux? Bonne question, Paul. Je n'ai pas idée si avec PlayStation ou Xbox, on peut récupérer les datas. Je ne sais pas. Ça doit y avoir un moyen. Je pense que Google est ton meilleur ami dans cette situation-là. Donc, n'hésite pas à googler ça. Alors, il y a Jérôme qui répond à Fabien. Donc, j'ai peut-être pas vu une question de Fabien. Ah oui, donc Fabien qui a trouvé qu'il y a une utilité à ça aussi dans le réel. Ok, très cool. Merci Mathieu. Ok, donc merci les gars, merci. Question novice de Olivier. Pour récupérer les datas, PC ou console? Eh ben, Olivier, alors peut-être au début, tu n'as pas entendu. Je vais pas expliquer ça là, mais en fait, c'est assez simple de trouver sur Google. Peu importe le jeu que tu joues, tu tapes télémétrie Assetto Corsa et ça va t'expliquer. Souvent, il faut un petit logiciel et ça te permet de récupérer après tes télémétries. Et après, le logiciel que là, je vous ai montré, Motec, il est gratuit sur le site de Motec. Ça s'appelle i2 Pro. Et si vous avez la moindre question, bah, vous pouvez m'écrire en privé sur Facebook ou Instagram ou quoi, sans souci. Ok, Joachim qui dit ça fait un peu rêver l'instrumentation en sport, 12 capteurs infrarouges pour les températures pneus, 4 linéaires, ça fait une bonne chaîne d'acquis. Effectivement, c'était donc ce que je disais au début, c'est que ce qui est cool, c'est que dans le virtuel, il n'y a pas de limite et on peut avoir tous les capteurs qu'on veut, ça nous coûte pas plus et on n'est pas limité en nombre de capteurs parce que c'est vrai que sur certaines autos, de toute façon, on est limité en nombre de capteurs pour que le calculateur récupère l'info. Donc, effectivement, là, c'est un cas idéal et c'est pour ça que j'aime bien le virtuel, c'est qu'on peut tester des trucs et apprendre des choses que des fois, dans le réel, on n'a pas l'occasion. Typiquement, c'est rare d'avoir une voiture avec un capteur laser pour la hauteur de caisse ou c'est rare d'avoir une voiture qui a des capteurs laser, qu'on a 3 à chaque roue pour les températures de pneus en surface, etc. Paul, Paul et Fabien ont échangé quelque chose. Ah oui, d'accord. Fabien arrive à récupérer. Donc, pour info, Fabien arrive à récupérer les datas sur PlayStation 4, sur Project Cars. Donc, OK, ça a répondu à la question de Paul. Parfait. Et question de Sylvain. J'ai raté le cours sur l'aéro. Il est disponible en replay. Je ne le trouve pas. Sylvain, le cours sur l'aéro et la map aéro, c'est pas encore disponible en replay, mais ça sera disponible en même temps que celui-ci dans la semaine. Si je suis fort demain et si je suis pas bon, milieu de semaine. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Apparemment, ça vous a plu. J'essaie de faire un peu en fonction de ce que vous m'aviez dit. Vous vouliez un peu de concret, les datas, à chaque fois, ça vous plaît. Et là, c'est vraiment que des choses que vous pouvez appliquer directement chez vous et commencer à vous amuser. Et c'est top pour comprendre les réglages, l'influence. On a vu carrossage, hauteur de caisse, aéro et un tas de choses. Voilà, merci beaucoup. Je coupe la réunion, je mets fin à la réunion et ça sera disponible du coup en replay dans la semaine. Merci.